Europe 1 13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 et toujours avec vous Céline Giraud pour décrypter l'actualité. Nathan Dever, l'écrivain et philosophe, et l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel. Et on reparle de cet effet JO. Alors c'est pas que du rêve et des paillettes, au-delà de la ferveur, de la passion du sport. Vous connaissez ma passion pour le sport. Pardon d'être un peu terrienne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le ticket d'appoint à bord des autobus parisiens sera vendu 2 fois plus cher que le tarif habituel pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc 5 € pour le prix du bus. Cette hausse temporaire a pour objectif de ne pas laisser une dette olympique aux Franciliens. Ça, c'est ce que dit Valérie Pécresse, la présidente de région. Mais ces augmentations vont aussi servir à financer les primes olympiques accordées aux agents de la RATP pour éviter les grèves. Une façon d'acheter la paix sociale sur le dos des voyageurs qui scandalisent les usagers. Passe Navigo en main, Corinne attend son bus comme tous les matins. Cette retraitée ne paiera pas plus cher pendant les Jeux, mais ça ne l'empêche pas d'être en colère. Ça retombe encore sur le client. J'ai de la famille qui est en province. Je leur ai donné des Navigo que j'avais chez moi pour pas qu'ils payent 5 € au mois de juillet à Paris. Beaucoup plus jeune, Stéphanie n'a pas connu le ticket à 1 € au début des années 2000, mais l'étudiante est choquée que les primes RATP soient financées sur le dos des touristes. C'est pas très accueillant. Pour que 2 heures de validité, ce prix-là, c'est bizarre. Avant de monter dans le bus, Chantal, très agacée, ne mâche pas ses mots. Inadmissible de profiter d'une fête pour augmenter les tarifs. Pour désamorcer les critiques, IDFM a dégainé son passe Paris 2024 qui permet d'accéder à tous les sites de compétition franciliens ainsi qu'aux aéroports. Son prix, 16 € la journée, 70 € pour 7 jours. En 2012, Londres avait tenu sa promesse de transport gratuit pour les détenteurs de billets olympiques. À Paris, elle n'aura pas tenu longtemps. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Nathan Dever, une réaction sur cet effet JO. Alors là, est-ce qu'on peut parler de raquette ou de jackpot ? On peut parler, oui, en effet, de très grosses augmentations. Je suis pas certain que le prix retrouve son prix initial après. Ah bon ? On ne sait jamais. Si on veut justifier après une augmentation de 50 centimes, 1 €, il n'y a rien de mieux que de monter énormément et après de revenir un peu plus que ça ne l'était avant. Ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Oui, je trouve que ça c'est particulièrement choquant pour 2 raisons. D'abord, ce que vous avez dit, le côté acheter la paix sociale, le côté en effet ne pas vouloir absolument cacher systématiquement la poussière sous le tapis. On a vu avec les SDF qui ont été relogés. C'était une promesse de campagne du président Macron, mais de tous les présidents, d'ailleurs, que de dire que quand ils arrivent au pouvoir, plus personne ne dormirait dans la rue. L'évacuation de SDF dans les régions, notamment dans les provinces. Exactement. Donc là, on dit aux SDF, ça fait mauvais genre quand même. Vous pouvez pas venir salir notre vie alors qu'on n'a rien fait pour qu'ils puissent ne plus dormir dans la rue, alors que c'était une des promesses. Et puis, peut-être une remarque aussi plus générale, c'est que à mon avis, c'est pour ça, moi, que j'étais pas spécialement pour ces Jeux Olympiques. Ce que je préfère dans la notion d'exposition universelle, c'est qu'une exposition universelle, c'est changer totalement le visage d'une ville. Changer ses monuments, changer ses transports, changer son architecture, changer son urbanisme. C'est quelque chose d'important. Les premiers Jeux Olympiques à Paris, d'ailleurs, il y a l'exposition universelle en même temps. Exactement. Voilà, ils avaient fait un combo. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est impossible. Et c'était le moment où Paris était un peu le centre du monde, d'ailleurs. C'est ça. Et là, justement, des Jeux Olympiques, c'est le divertissement, c'est le spectacle, et puis c'est des choses qui ne changeront rien pour les Parisiens et pour la ville de Paris d'ici 20 ou 30 ans, à part quelques infrastructures sportives, d'accord ? Il y a quand même un héritage. En tout cas, il y a la volonté de Paris 2024 et du gouvernement de transmettre la passion du sport, de remettre les enfants au sport, et puis vous avez dit quelques infrastructures, notamment en Seine-Saint-Denis, le parc nautique qui va permettre à plein d'enfants du 93 de... Certes, mais quand on compare à 1889, à 1936, etc., on voit bien que les ambitions sont beaucoup moins grandes, beaucoup moins imposantes qu'elles ne l'étaient jadis et qu'elles ne le seraient si on avait postulé une exposition universelle comme le font les pays émergents, qui s'intéressent davantage aux expositions universelles qu'aux Jeux Olympiques. William Goldnadel, sur cette augmentation du ticket de dépannage. À vous dire le vrai, j'y connais pas grand-chose. Mais vous prenez peut-être pas le bus, mais vous... En fait, c'est pas pour les Parisiens qu'on le passe Navigo, c'est pour tous ces visiteurs, ces Parisiens, mais ces provinciaux, ces touristes qui vont venir et qui vont dire, tiens, on prend le bus pour aller là, 5 €. Non, mais moi, de toute manière, je n'étais pas non plus favorable à ces Jeux Olympiques qui me paraissent un luxe excessif pour la France d'aujourd'hui.
pas. C'était il y a 7 ans, hein, la candidature. Oui, déjà, non, mais oui, bien sûr. Non, mais je vous le dis. Enfin, moi, de toute façon, des décennies qu'on essaie d'avoir ces jeux, quand même. Profitez bien de moi parce qu'on me verra pas en juillet, hein. Clairement. Hein. On vous regarderez peut-être à la télé les finales, les grandes finales et des belles. Sur les disciplines qui m'intéressent, je n'exclus pas. Je n'exclus pas de le faire. Mais voilà. Pour le reste, oui, je trouve ça assez exaspérant. Je suis d'accord avec Nathan. C'est assez exaspérant, comme m'exaspère aussi le chantage syndical, qui est quand même pas non plus extrêmement noble. Mais qui fonctionne pour le moment. Mais qui fonctionne, mais qui fonctionne merveilleusement bien. Donc tout ça ne m'exalte pas beaucoup. Ouais. Et concernant justement le fait que la présidente de région dise on ne veut pas imposer une dette aux Franciliens, c'est pour ça qu'on augmente ce tarif ponctuellement pendant les Jeux Olympiques. Oui, enfin bon, c'est peut-être un argument, mais encore une fois, je pense que ce sont des dépenses somptuaires. Je pense que c'était un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. C'est tout. En tous les cas, pour le moment. Mais voilà. Mais à partir de là, je comprends cette motivation-là, oui. Et donc, il n'aurait-il pas fallu, avant les Jeux Olympiques, et bien avant d'ailleurs, prévoir justement que tous ces fonctionnaires, que ces entreprises publiques allaient tenter un bras de fer en profitant des Jeux, comme ça se fait. Parce qu'à Rio, à Londres, à quasiment tous les Jeux Olympiques, hein, y compris Pékin, à chaque fois, les entreprises publiques, les fonctionnaires ont réussi à obtenir des écoutez, je voudrais augmentations, des primes. Pas être vantard, mais je pense que personne ne peut égaler le syndicalisme politicien, idéologique français sur le terrain sur le terrain du chantage à la grève. Là, on est champion olympique. Ah, champion olympique, avec en plus, malheureusement, un peuple assez résigné, tellement il est habitué. C'est ça, il y a une forme de fatalisme, Nathan Devers, sur cette négociation permanente et ce levier que représentent les JO. Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper tout ça? On se doutait que la SNCF, la RATP, les soignants allaient sans doute tenter un bras de fer avec le pouvoir pour négocier des augmentations, des changements de statut. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je mettrais peut-être une nuance sur un point. C'est que la grève, évidemment, que par principe, c'est fait pour paralyser un pays, que c'est un rapport de force, et que si vous faites grève et que vous avez des revendications, vous avez plutôt intérêt à les faire quand ça va déranger les gens, pendant les vacances, pendant les Jeux Olympiques, que quand c'est... Non, mais c'est un le constat jeune Nathan que je fais. est l'exemple craché du citoyen asservi depuis des années. Il pense que ça, comme ça, il est né, mais bien entendu, il est né. Il ne sait pas. Nous, on a vécu qu'il y a des pays où la notion de grève dans les transports publics ou de grève justement dans des services qui ont le monopole sont interdits. En Suisse, par exemple, c'est pas très mais loin. pas seulement en Suisse, dans de très nombreux pays. C'est une spécificité française que le monde ne nous envie pas. La réalité, elle est là. Mais tellement on est habitué, et pourtant voilà un esprit fort, brillant, mais il sait pas, il est né comme ça. Comment voulez-vous? Voilà. C'est possible, mais est-ce que vous pensez la parole est à la défense. que la grève, c'est une sorte de violence sans violence? Mais oui, mais la grève, en principe, par exemple, les Allemands, il y a des préavis d'abord. On discute d'abord, et si vraiment au bout du bout, pas dans les transports publics ou les monopoles, au bout du bout, si on n'avance pas, à ce moment-là, c'est la dernière chose qu'on fait. En France, c'est la première chose qu'on fait. Mais ça, je suis d'accord avec vous sur l'esprit français, mais quand même. C'est pas l'esprit français, hein, c'est le syndicalisme français. Oui, l'esprit du syndicalisme français et des citoyens résignés comme moi et qui manquent de courage, peut-être. Non, mais à la mentalité asservie. Mais j'ai quand même l'impression que dès lors qu'on commence à refuser ces petites formes de médiation, de colère, c'est laisser aussi le champ à une expression plus violente de ces colères. Je vous rappelle par exemple que quand Emmanuel Macron est élu en 2017 et qu'il dit juste après son élection, il y a un micro, il sait pas qu'on l'entend, et il dit j'ai rencontré les syndicats ce matin, ça s'est très bien passé, je ne leur ai rien dit. Et qu'en effet, dans les premiers mois, les premières années de son premier mandat, il y avait une forme quand même de grande rigidité et de grand mépris face à cet esprit-là. Ça a donné les gilets jaunes. C'est pour ça, je dis, je comprends parfaitement que ça paralyse, que ce soit dérangeant, que ce soit un blocage, mais je pense quand même que, compte tenu de l'histoire de France et des petites électricités statiques qu'il y a dans notre pays, c'est la seule médiation possible. Je réserve mon point de vue, ça n'est pas un citoyen asservi, c'est un syndicaliste au sud caché. Merci, ça sera le mot de la conclusion. Merci beaucoup à vous deux, c'était un plaisir de décrypter l'actualité comme chaque jour sur Europe 1.
1 avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Bien sûr, on vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et ce soir, bien sûr, Pierre Devino dès 19h. C'était Céline Giraud sur Europe 1. Et notez votre nouveau rendez-vous du week-end sur Europe 1 avec CNews. Chaque samedi de 13h à 14h, retrouvez désormais Face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferrari. Michel Onfray, le philosophe, essayiste et polémiste, passe en revue l'actualité de la semaine. 13h, 14h désormais, le samedi, Face à Michel Onfray sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, c'est On de la raconte, 14h, 15h. À tout de suite.